C'est donc la suite de BFM Politique et c'est le débat avec vous, Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci à Jean-Marie Le Guen de nous avoir rejoints ce soir. Vous êtes député du 13e arrondissement de Paris, maire adjoint aux côtés de Bertrand Delanoë. Alors j'ai une première question à vous poser à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, absolument. Et bonsoir à vous. Bonsoir. J'ai une première question à vous poser à tous les deux. On a abordé le sujet tout à l'heure, mais très concrètement, à la suite de ce qui s'est passé lundi au Trocadéro et autour, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de différent? Quelles leçons vous tirez de ces événements? Jean-Marie Le Guen. Écoutez, d'abord, je pense qu'on avait sous-estimé le malaise qui existe encore autour du PSG et du football en général, puisque vous avez vu ces derniers jours des incidents très graves qui ont opposé des supporters lyonnais et marseillais. Et donc, on a une vraie préoccupation à ce niveau-là. Deuxièmement, il y a, me semble-t-il, toujours des groupes ultra, on les connaît, de supporters qui sont dans la violence, qui sont dans l'extrémisme politique. Et puis, il y a des bandes. Et ces casseurs, eh bien, il faut effectivement réprimer et prévenir la constitution de ces bandes et faire en sorte qu'ils ne puissent pas intervenir, comme ils l'ont fait malheureusement ces dernières années à plusieurs reprises dans différentes manifestations parisiennes. Donc, il y a un travail de fond pour lutter contre ces phénomènes, à la fois au sein du football et en dehors du football, en direction de ces bandes. Qui n'a pas fait ce travail de fond? Qui n'a pas fait vraiment son boulot? Écoutez, je crois que nous sommes quelque part tous responsables. J'entends, quand je dis tous, je dis à la fois les responsables du foot et du PSG, sans aucun doute les pouvoirs publics, dans la mesure où depuis des années, on n'a peut-être pas pris la mesure qu'il fallait de ce malaise du football, et au-delà d'une existence encore de phénomènes de violence qui peuvent exister dans nos zones urbaines. Il y a là un travail de fond qui doit être pris, à la fois des mesures de police, mais pas simplement. On voit bien que l'éducation, le respect plus strict d'un certain nombre de règles, l'éducation à la citoyenneté dans les écoles, bref, un travail de fond dans notre société pour faire baisser ce niveau de violence et cette forme d'intervention dans la vie publique qui est insupportable. Vous avez livré votre diagnostic tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de différent? Pardon, je crois que Jean-Marie Le Guen fait la démonstration que la municipalité sortante est complètement à côté du sujet. Elle se tient à distance des questions de sécurité. Elle a voulu d'abord minimiser les événements de lundi et puis finalement elle a dit qu'elle n'était pas concernée et elle cherche à renvoyer la responsabilité sur le PSG. Le PSG, il a fait son travail. Il y a maintenant des interdits de stade. Le PSG, il a fait le ménage. C'est dans les rues de Paris qu'il n'est pas fait le ménage. Et moi, je propose une municipalité qui soit au combat sur les questions de sécurité. Parce que la sécurité, c'est la première des libertés. Et bien concrètement, ça veut dire par exemple qu'aujourd'hui, la ville de Paris paye 300 millions d'euros à la préfecture de police pour des personnels qui sont donc payés par la ville de Paris, mais sous l'autorité du préfet de police, et dont elle demande qu'ils soient affectés essentiellement aux amendes de stationnement. Aujourd'hui, avec la numérisation, c'est beaucoup plus rapide, 3 fois plus rapide de faire une amende de stationnement. On n'a pas besoin d'avoir tous ces personnels affectés aux amendes de stationnement. Je propose de les redéployer vers des missions sur lesquelles ils pourraient soutenir l'action de la police nationale. Je propose qu'on remette en place les arrêtés anti-mendicité que Bertrand Delanoë a demandé au nouveau gouvernement dès l'arrivée de François Hollande de supprimer et qui font par exemple qu'on n'a pas de base légale qui permettent d'avoir, écoutez, je parle de la sécurité dans Paris. Non, mais et je vous parle de la prise de distance qu'il y a entre la ville de Paris et les questions de sécurité, comme si elle n'était pas concernée. C'est inexact. Écoutez, en l'occurrence, ce que vous proposez est déjà mis en œuvre. Mes propositions, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas d'ailleurs le seul sujet sur lequel vous faites des propositions. Il n'est pas l'arrêté anti-mendicité n'a rien produit et tous les Parisiens ont bien vu que depuis des années, il a été abrogé, mais ça n'a absolument rien changé. On a dû fermer le Louvre tellement il y avait de pickpockets. L'arrêté anti-mendicité concernait le 8e arrondissement et les Champs-Élysées et absolument pas ce quartier-là. Il faudrait l'étendre. Il peut servir de base légale, vous le savez très bien. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a d'autres formules, par exemple, peut-être vous en serez d'accord. Je pense que interdire le fait que l'on puisse faire de la mendicité avec des enfants, voilà quelque chose qui, au plan légal, mériterait d'être mis en œuvre. Mais par contre, revenir à des modes qui consistent à déplacer la mendicité d'un quartier à l'autre,
autres, et de protéger en quelque sorte cet ouest parisien qui vous satisfait quelque part, de laisser dans le reste de Paris. Voilà. Jean-Marie Le Guen, il faut que vous vous rendiez compte que le problème de sécurité, en ce moment, il monte partout dans Paris. Justement, la sécurité, c'est la première des libertés. Attendez, revenons sur un autre sujet. La mairie de Paris est responsable de ses personnels. Nous avons à la mairie de Paris des ISVP, donc des agents qui, eux, sont des agents de la ville de Paris. Ce sont des agents différents de ceux dont je parlais tout à l'heure et dont je proposais qu'ils soient redéployés vers les missions de sécurité. Ceux-là, aujourd'hui, ils sont beaucoup dans les parcs et jardins. Ils pourraient mener d'autres missions. Simplement, voilà, alors que Bertrand Delanoë, entre 2001 et tout récemment, a augmenté de 10 000 le nombre de personnels de la ville de Paris. La ville de Paris est passée de 40 000 personnes, 40 000 agents, à plus de 50 000. Eh bien, ce corps-là, qui est en charge, qui pourrait être en charge notamment de missions de sécurité, il a été impacté de moins 13%. Il n'y a pas eu de recrutement, ou très peu de recrutement. Les personnels ont aujourd'hui une moyenne d'âge de plus de 45 ans. Donc vous voulez recruter un peu plus de fonctionnaires. La sécurité n'est pas la priorité de la ville de Paris. Une approche nouvelle de la part de la droite parisienne. Et elle ne l'assume pas. Je vais vous poser à tous les deux 3 questions concrètes sur la sécurité, avoir votre réponse. Pour clarifier les responsabilités des uns et des autres, est-ce qu'il faudrait créer, oui ou non, une police municipale à Paris, Nathalie? Moi, je pense qu'à terme, il faudra répartir différemment. Rediscuter de la répartition des fonctions, des missions entre la préfecture de police et la ville de Paris. Mais ça prendrait des années, ça passe par une loi. Je suis convaincue d'ailleurs que le gouvernement actuellement en place n'en serait pas d'accord. Et donc je fais d'autres propositions comme celle que je viens de faire de redéploiement des personnels parce que celles-là, elles peuvent être efficaces sans attendre. Écoutez, sur la première partie de la réponse de Mme Kosciusko-Morizet, je suis d'accord. Et notamment, je pense qu'il faudra que nous réfléchissions à une police quelque part du Grand Paris. Et donc, il faudra une évolution, une réflexion qui se fasse de façon à mieux coordonner. On voit bien, par exemple, qu'entre la banlieue et Paris, il est anormal qu'il n'y ait pas véritablement une continuité. Alors, des éléments ont déjà été mis en œuvre. Des éléments ont déjà été mis en œuvre, mais il faut aller plus loin. Et il faut une politique de dissuasion des pouvoirs publics qui franchissent le périphérique. C'est l'intérêt du Grand Paris, sur lequel je vous entends très peu. Et pourtant, c'est un projet que nous portons. Alors, attendez, il faut que vous expliquiez le collectif, parce qu'on vous a entendu sur ce sujet-là, et vous aviez des opinions très, très différentes des autres socialistes parisiens, et notamment de l'héritière de M. Delanoë, Anne Hidalgo. Nous avons des positions qui sont aujourd'hui extrêmement convergentes et je me félicite effectivement d'avoir pu, avec d'autres, rapprocher les points de vue et faire en sorte que nous ayons une vraie vision sur le Grand Paris. Cette réforme est aujourd'hui discutée. Vous êtes candidate à la mairie de Paris. Je n'ai pas encore entendu votre point de vue. Ah ben vous allez entendre, si vous voulez. Vous pouvez toujours rechercher les nuances qui peuvent exister entre les socialistes. C'est un travail intéressant, mais je vous conjure de faire en sorte d'avoir un point de vue. Je crois que ça sera encore plus. Jean-Marie Le Guen, il s'agit un peu plus de nuances quand vous déclarez à propos d'Anne Hidalgo que son projet manque d'envergure. La vision que nous avions au niveau de la ville de Paris sur le Grand Paris, je pensais manquer d'envergure. 23 novembre 2012, nous avons de réelles divergences de points de vue. Maintenant, ça s'appelle des nuances? Mais bien sûr, puisqu'on a travaillé. C'est la grande différence, c'est que nous avons fait le choix du rassemblement. Mais je vous explique très simplement. Aujourd'hui, il y a un projet de loi. Qu'est-ce qui est différent? Écoutez, je vais vous dire, nous avons travaillé à avoir une position commune. Vous le voyez aujourd'hui autour du projet de loi qui est en discussion au Sénat et bientôt à l'Assemblée nationale et sur lequel nous nous exprimerons conjointement, Anne Hidalgo et moi-même. Et nous avons fait le choix du rassemblement parce que ça nous semblait la formule la plus positive à la fois pour les idées que je défendais et puis également pour notre camp. Je constate qu'avec les primaires que vous avez mis en œuvre, ce qui sont en fait, comme le dit Madame Dati, en fait une mascarade, vous êtes vous-même affaibli et votre camp est affaibli. Je préfère faire le choix que j'ai fait plutôt que le vôtre. Monsieur Le Guen est un Rapidement, et on en revient à la question de la sécurité, si vous voulez. Monsieur Le Guen est un frais converti. Je vous rappelle, ça date même pas de 2012, c'est du 2013. Les vœux qu'il faisait à Madame Hidalgo, 18 janvier. On est en train d'organiser une candidature arrangée. Il parle de Madame Hidalgo, que je suis d'accord avec lui. Le 23 janvier pour les étrennes. La seule légitimité d'Anne Hidalgo, c'est celle que lui accorde Bertrand Delanoë. Et ça ressemble à du Fabius à propos de François Hollande, vous savez, l'affaire de la fraise des bois. Et maintenant, aujourd'hui, il nous dit, finalement, les primaires que j'ai tellement défendues à gauche et que j'ai souhaitées à gauche, en fait, c'était pas une bonne idée. Et d'ailleurs, à droite, vous avez tort d'en faire. Et ben moi, je suis d'accord avec le premier Jean-Marie Le Guen. Les primaires, c'est bien. C'est pas des primaires que on vous saura faites. peut-être un jour ce qui s'est passé dans le bureau de François Hollande. Quand en y entrant, vous étiez candidat, en y sortant, vous l'étiez plus. D'ailleurs, on aimerait savoir ce que je veux vous dire. Moi, il y a un film que j'aime bien, c'est Coup de foudre à Notting Hill.
c'est un bon film. Alors vous avez eu manifestement un coup de foudre avec Madame Hidalgo. C'était pas comme ça au début, finalement maintenant c'est comme ça. Jalouse, quand même. On a envie de savoir. Coup de foudre à l'hôtel de ville, ça s'est passé comment, Monsieur Le Guen? Comment finalement vous avez tellement changé d'avis sur elle? Nous avons parlé d'une part, et je pense que nous avons essayé de porter l'un et l'autre l'intérêt général de notre famille, vous voyez. Et donc à partir de ce moment-là... Mais moi, ce qui m'intéresse, Monsieur Le Guen, c'est l'intérêt général des Parisiennes et des Parisiens. Absolument, mais nous pensons que l'intérêt général de la famille des Parisiens est porté par les valeurs de la gauche. C'est très socialiste de penser que l'intérêt général des Français se confond avec celui du Parti socialiste. Aux questions de la sécurité des Parisiens, je suis sûr qu'elles vous préoccupent beaucoup tous les deux, toujours. On a parlé de la police municipale. J'aurais dire un petit mot aussi sur le, si vous voulez, sur le mariage campus, parce que attendez, on parle du Grand Paris. J'ai pas répondu à la question de Monsieur Le Guen. Mes deux dernières questions sur la sécurité, on viendra au Grand Paris et on viendra au mariage pour tous. Parce que je voudrais répondre sur le Grand Paris. Est-ce qu'il faut, oui ou non, davantage de vidéoprotection à Paris? Et est-ce que ça aurait été un bon moyen d'éviter ce qui s'est passé cette semaine? Moi, je crois qu'il le faut. Aujourd'hui, à Paris, on a une caméra pour 200 habitants. À Londres, c'est une caméra pour 14. Mais pour ça, encore une fois, ça veut dire d'avoir une ville qui est investie, ça n'a aucun rapport, qui est investie dans sa propre sécurité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, pour le premier plan de 1000 caméras, qui a coûté de mémoire 235 millions d'euros, il y a eu 5 millions d'euros de la ville de Paris. La ville de Paris se tient à distance des questions de sécurité. La vidéoprotection. La vidéoprotection, la ville de Paris a fait un effort tout à fait considérable et nous avons fait progresser, c'est un des points essentiels. Je pense qu'il en faut plus, effectivement. Sachons que, par exemple, sur ces affaires de lundi dernier, eh bien, cela permet d'avoir un minimum de répression et c'est légitime. Ça n'aurait pas pour autant dissuadé. Donc je crois qu'il faut savoir... Mais ça permet d'anticiper Je pense que la présence humaine est quelque chose d'important et je pense que l'idée de construire une ville dont est bannie la violence, ce qui nous amène à parler aussi du PSG est quelque chose de relativement important. Ce qui nous amène aussi à penser que les radicaux, les extrémistes qui maintiennent la violence dans cette ville trop souvent, peut-être dans les semaines qui viennent, peut-être à la manifestation du 26. Je n'ai pas compris d'ailleurs si vous appeliez à cette manifestation. Pas du tout, vous savez très bien. Jean-Marie Le Guen, moi je me suis exprimé très clairement sur le sujet. Vous êtes en train de nous dire que le préfet de police a autant de mal avec les uns et les autres. C'est une réalité et parfois d'ailleurs on peut s'étonner de la différence de traitement. Parce que 67 gardes à vue, je crois, dans l'affaire des veilleurs et moins d'une vingtaine dans l'affaire de la casse lundi. C'était quand même pas très... Attendez, je voudrais répondre sur la... Attendez, j'ai été interpellée sur la question du Grand Paris. On va y venir au Grand Paris. Moi, j'ai une dernière question concrète avant, si vous permettez, sur la sécurité. Je vous promets qu'on revient au Grand Paris. Il y a eu un événement terrible également à Paris cette semaine, le suicide d'un homme de 50 ans dans une école devant des enfants. Donc la question concrète que je vous pose à tous les deux, à laquelle je souhaite une réponse concrète aussi si possible, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de plus et de mieux pour protéger les écoles à Paris ? Écoutez, je pense que pour protéger les écoles, je ne sais pas ce que dira Nathalie Kosciusko-Morizet, mais je pense que la protection au sens policier du terme est plutôt assurée à Paris d'une façon générale et singulièrement dans cette école qui est dans un quartier très protégé. Je pense que simplement on a de grandes interrogations sur la manière dont on traite la santé mentale dans ce pays. C'est-à-dire que nous sommes très en retard là-dessus. Et franchement, il va falloir un jour que nous prenions conscience que ce n'est pas avec des coups de menton qu'on traite ce genre de sujet, mais que ça demande une politique au long cours, une politique courageuse, une politique où on regarde la vérité en face, où on remet en cause beaucoup des dogmes qui ont et de l'absence de politique qui existait depuis des années de la gauche et de la droite. Mais voilà, moi je suis consterné de voir qu'il y ait autant de personnes qui soient en souffrance mentale évidente et qui viennent évidemment troubler la vie de nos concitoyens. Mais en même temps, surtout, toutes ces personnes, bon, c'est quelqu'un qui s'est tué aussi. Donc il faut qu'on réfléchisse à tout ça de façon très sérieuse. Nathalie Kosciusko-Morizet, on ne peut pas mettre un policier devant chaque école, transformer les établissements scolaires en bunkers. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est évidemment un acte effroyable. D'abord parce qu'on se dit qu'il y aurait pu avoir un accident connexe, si vous voulez, un enfant qui aurait été touché, parce qu'on pense aussi à ce qu'ils en gardent eux-mêmes dans la tête, les enfants qui ont été témoins ou ceux qui en entendent parler. Bon, je crois que le personnel de l'école a réagi de manière très... Parce qu'ils ont essayé d'intercepter la personne. Et comme vous le dites, on ne peut pas avoir une garde statique et permanente devant toutes les écoles. Probablement, ça veut dire qu'il faut aussi continuer à travailler avec les personnels, parce qu'on voit que les personnels ont réagi très rapidement et travailler sur la formation, l'alerte. Enfin, être bien conscient que c'est un sujet qui continue à se poser, quelle que soit la qualité de ce qui est fait dans les différentes écoles.
Très bien. Alors, vous vouliez dire un mot sur le Grand Paris? Mais je vais réagir sur le Grand Paris parce que moi, je partage une conviction avec Jean-Marie Le Guen qui est que le Grand Paris, c'est important. C'est un sujet sérieux. C'est pas un sujet très grand public, hein, mais c'est un sujet sérieux. Mais j'ai deux divergences avec lui, enfin deux désaccords. D'abord, je voudrais pas que le Grand Paris devienne le déversoir des échecs de la municipalité. Nous avons échoué sur le logement. Bertrand Delanoë ne le dit pas. Anne Hidalgo le dit un peu pour lui, parce qu'elle dit le logement va être la mère des batailles. Oui, manifestement, 10 ans de réflexion, quoi. La municipalité sortante est en situation d'échec. Donc nous avons échoué sur le logement et nous allons finalement traiter cet échec avec un périmètre plus large, avec le Grand Paris. Et c'est le cas, tout à l'heure, vous l'évoquiez finalement sur la sécurité. Moi, ça me faisait penser à ça. Au logement, tous les sujets sur lesquels la ville de Paris n'a pas réussi, on les traiterait dans le Grand Paris. Je crois que c'est pas bien. Je crois que ça peut pas être le paravent des échecs d'hier et d'aujourd'hui, demain. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est quand vous dites que ce qu'on n'a pas réussi à faire, on va donner de l'argent à la banlieue, parce que finalement, c'était ça votre proposition. On va donner de l'argent à la banlieue pour qu'elle le fasse. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne veux pas que Paris devienne la dame patronnesse de la banlieue. Je ne pense pas que ce soit le bon mode de relation. Il ne faut pas être dans la sous-traitance. Il faut être dans la maîtrise d'ouvrage. Paris a des responsabilités qu'elle ne doit pas décharger ni sur le Grand Paris, ni sur les communes de banlieue. En 2 mots, pour dire que, très simplement, politiques publiques, elles doivent dépasser le périphérique pour être efficaces. C'est une réalité. Deuxièmement, la charité, non. La solidarité, oui. Troisièmement, vous avez dit des choses très claires sur le fait que vous ne reviendrez pas effectivement sur le mariage pour tous et qu'il fallait que les élus, quelle qu'elle soit leur position, adoptent la loi. Est-ce que vous dites aujourd'hui à M. Goasguen, à M. Lebel, à M. Lecoq, à tous ces élus de droite qui sont des radicaux contre cette question, je vous demande, parce que c'est la République, d'appliquer la loi et de faire qu'il y ait des mariages dans les semaines et dans les mois qui viennent dans les mairies d'arrondissement de Paris. Très vite, s'il vous plaît. D'abord, je vois que vous avez du mal à parler du Grand Paris. Non, la question autour, c'est sur le mariage. Mais j'y réponds avec plaisir et avec la plus grande clarté. Chacun répond pour soi. Moi, j'ai répondu pour moi. J'ai répondu pour ce que je souhaitais pour Paris. Vous êtes candidate, vous serez peut-être leur leader. Jean-Marie Le Guen, et j'observe que quelqu'un comme Le Garret, par exemple, qui avait dit qu'il ne voudrait pas célébrer le mariage, finalement, il l'a dit lors du premier ou du deuxième débat, je crois, de la primaire. Donc ils célébreront le mariage. Parce que c'est la loi républicaine, il l'a dit. Merci.